Le groupe des shifters de Pau, nous sommes deux à avoir travaillé sur les carburants d'aviation durable. Pierre Biscay qui n'est pas là, et puis Bernard Galtier et moi-même, ancien de Total. État des lieux, hier, l'IATA a publié les chiffres du transport aérien, 5,2 milliards de passagers en 2023, donc on est au-dessus de la courbe rouge, là, où enfin là, elles sont confondues. Donc ça continue sur une progression de 4,4% par an. Chiffre d'affaires de l'aviation, de l'aviation en général, 1100 milliards de dollars. Ça augmente, mais la bonne nouvelle, c'est que les investisseurs ne s'y retrouvent pas. Le résultat net des compagnies n'est que de 3,9%. C'est pas terrible, quoi. Ils ne sont pas à deux chiffres. Les avions, il y a à l'heure actuelle, ça c'est un chiffre Airbus, alors j'ai oublié le titre là, People Love to Fly. En fait, quand on regarde les transports, il y a une demande de transport qui est illimitée, que ce soit dans le transport aérien, le transport routier, le nombre de voitures augmente, le nombre de déplacements augmente. Il y avait une présentation du Shift il y a 2 jours là-dessus. Donc, les émissions de transport, elles tirent droit à l'heure actuelle, du moins pour le trafic routier et pour le trafic aérien, elles vont continuer à augmenter. Il y a 22 000 avions en 2020 et on doit passer à 40 000 avions dans le ciel en 2042. Si vous regardez sur Flight Radar, il y a 140 000 vols par semaine, 20 000 vols par jour dans le monde, encore sans compter le trafic de fret, quoi. Donc 20 000 vols par jour, ça baisse un peu en hiver parce qu'il y a moins de voyages. Alors les carburants d'aviation durable, j'ai pris la définition dans un document qui va apparaître et qui est publié par Aérodécarbo, et les ingénieurs de Supaéro, d'Airbus aussi, qui sont à Toulouse. Donc, origine non fossile, issue de la biomasse, de carbone recyclé, de CO2 capté dans l'atmosphère, pour le moment ça ne marche pas trop, techniquement compatible avec les moteurs et les infrastructures, donc il y a la notion de turbine, c'est-à-dire qu'on peut le mélanger directement dans les réservoirs et dans les installations de transport de kérosène et dans les réservoirs des avions, qui présente un bénéfice climatique démontré par une analyse du cycle de vie et de carbone. Donc, premier point, le label SAF, c'est les Aérodécarbo qui a écrit ça, et puis on est tombé sur la phrase, on a dit on est tout à fait d'accord, le label SAF n'implique ni soutenabilité, ni intérêt climatique assuré. Voilà. Bon, c'est le premier point, c'est-à-dire que ce n'est pas démontré à l'heure actuelle que, d'abord, que la ressource est disponible, hein. Donc peut-être que la ressource forestière, il faut ne plus la considérer comme renouvelable et donc durable, le mot on le met à toutes les sauces, c'est là le mot durable, ni intérêt climatique assuré. Un petit point sur le kéro, en passant, bon, j'ai mis le kérosène, enfin tous les carburants, sauf l'éthanol, le méthanol, c'est du carbone et de l'hydrogène. Donc il faut prendre du carbone là où il est et de l'hydrogène, la fabriquer ou la récupérer dans le bois, il y en a une partie, pour faire des chaînes comme ça c'est une, mais dans un kérosène, il y a 50 molécules différentes, dont des aromatiques, benzène, toluène, xylène. Pouvoir calorifique, 43 000 kJ par kilo, ça c'est comme l'essence, mais la masse volumique est de 800 kg par mètre cube. Le point de disparition des cristaux, il est à moins 45. Il ne faut pas que ça gèle et que ça bouche les circuits quand on est à l'air. Et puis, il y a une proportion d'aromatique donc de 16 à 20%, qui, alors il y avait une remarque qui a disparu là, mais qui n'est pas, normalement dans les SAF, il n'y a pas d'aromatique. Ils ne produisent pas d'aromatique, donc ça devrait supprimer les traînées qui sont dans le ciel. La prochaine, voilà alors la réglementation Refuel UE qui impose, enfin, qui va imposer, parce qu'elle va arriver, d'intégrer 70% de SAF dans les réservoirs des avions, dont une partie qui seront des e-fuels, à hauteur de 35%. La consommation donc, développement actuel, hydrogène ou batterie, ben, les avions, moi je ne montrerai pas dans un avion avec de l'hydrogène, mais il y avait Faury il y a 2 jours qui disait qu'il travaillait sur un avion avec de l'hydrogène et donc des cellules, des piles à combustible, pardon.
bon, ils ont abandonné un petit peu l'hydrogène, hein, c'est quand même un gaz extrêmement dangereux. Voilà, je ne suis pas sûr, enfin on n'en parlera pas, mais à là que c'est un danger possible. Application impérative donc, pour les évacuations sanitaires pompiers, refuel, introduction progressive de SAF à hauteur de 70% en 2050. Hier aussi, il y avait l'IATA, je crois, non, il y a deux papiers, on a trouvé deux papiers qui disent qu'en 2050, on devrait avoir dans le monde la consommation de SAF serait de l'ordre de 350 à 500 millions de tonnes. Je reviendrai là-dessus un peu plus loin sur un ratio qui vous montrera les dégâts que ça peut causer. Point d'après, s'il vous plaît. Alors voilà les 17 projets. Je me suis limité à la France parce qu'il y a 121 projets à l'heure actuelle d'usines de fabrication de SAF dans le monde. Il faut aller sur le site de Transport et Environnement, qui les a tous répertoriés avec les technologies qui vont avec, mais c'est pas très précis. Mais il y a 121 projets dans le monde. En France, il y en a 17. Donc, vous voyez que... Alors, je commence par les bio, parce que c'est le plus simple. Il y a le bio de Élysée Énergie ici, donc avec du bois. Il y a un autre bio. Alors, il y a des bio, mais c'est Total Énergie ici, et ici, donc raffinerie de Grand Puy. Et puis, il y a la MEN aussi, qui va faire du biocarburant à partir des acides gras et des esters hydrogénés. Ces labos à prépondérants dans le monde, c'est 80% des SAF à l'heure actuelle, et c'est, on a vu tout à l'heure là que c'est 1 million de tonnes sur 300 millions de tonnes consommées dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire 0,3% de SAF dans les années. La voie qui est la plus représentée, c'est des IBIO, c'est des ISAF, pardon. Donc on prend du CO2, c'est par un Tartas. Et c'est une voie qui est méthanol to jet. On fabrique du méthanol et puis après on fabrique le carburant par des procédés de raffinerie classiques pour faire du kérosène. C'est la voie qui est la plus, qui semble la voie prépondérante à l'heure actuelle. Et puis il y a une seule voie qui est de Dynamics là, qui s'appelle Reverse Water Gas Shift. Bon. On en parlera peut-être un petit peu après, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui est une voie extrêmement difficile à réaliser. La planche d'après, donc 17 projets, vous voyez un petit peu les masses en jeu. Donc IBIO, alors SPK, ça veut dire kérosène paraffinique de synthèse. Il y a 3 projets, donc 185 000 tonnes à peu près, donc ECO 86 000 tonnes. Tout à l'heure, on discutait avec M. Castagnier pour dire que ça correspond, c'est à peu près la consommation de l'aéroport de Bordeaux, un peu moins. Parce qu'ils ont, Élise a signé un contrat ou un accord pour fournir du kérosène à Bordeaux, mais ils pourraient en mettre que la moitié dans les avions. Donc la voie Reverse Water Gas Shift plus Fischer-Tropsch, 85 000 tonnes, donc voie très difficile à réaliser. En gros, sur le plan de la chimie, c'est facile. On mélange du CO2 et de l'hydrogène sur un catalyseur, mais la molécule de CO2 est extrêmement difficile à casser. C'est une molécule très solide, donc il faut beaucoup d'énergie pour libérer le CO2, pour casser la molécule de CO2. Pourquoi? Parce que dans le Fischer-Tropsch, on ne rentre que du CO, hein, le CO et du monoxyde de carbone et de l'hydrogène, et rien d'autre. Et le carbone, il est là, enfin l'oxygène plutôt, il est là pour porter le carbone. Voilà. On rentre ça dans un catalyseur. Dans les catalyseurs, le but des catalyseurs, c'est de casser la molécule de CO. Donc on se retrouve avec du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ça produit des carburants, CH, donc des molécules qui vont du méthane, CH4, jusqu'à les cires, C50 et plus. Ça produit de l'eau, puisqu'il y a H et O. Et ça produit des alcools. Donc il faut à la sortie trier tout ça par des procédés de raffinage. Il y a une voie alcool to jet, alors évidemment on passe à Bordeaux parce qu'on pourrait convertir de l'alcool en biocarburant. Bon, peut-être que les vignerons n'apprécieront pas, mais bon. C'est une voie qui... Alors il y a à peu près il y a 8 voies qui sont validées, qui sont certifiées par la STM, c'est un organisme américain.
Et il y a une vingtaine de bois qui sont en train d'être certifiés par la STM, American Society of Testing, for Testing and Materials. Voilà. Qui donne toutes les normes, qui produit toutes les normes, en particulier pour tester les carburants. Il y a aussi les apports, là, ça s'est décalé un petit peu, excusez-moi, ça fait un bilan de 1,3 million tonnes à 2030, plus un import du Canada de 220 000 tonnes. La voie HEFA, j'ai dit, oui, c'est la voie majoritaire, 80% des SAF à l'heure actuelle. Alors, pour faire la biomasse, il faut à peu près 1 million de tonnes de bois là, pour faire en particulier pour les bois bio, et puis 4 millions de tonnes, on a estimé à peu près à 4 millions de tonnes, ce qui était issu des pâtes à papier, 4 millions de tonnes. Une tonne de bois, par exemple, éco, si on a un ratio là, qu'on va calculer qui est facile, une tonne de bois sec, donc une tonne de bois sec, ça donne 290 kg de kérosène. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 350 millions, 400 millions de tonnes de SAF. Si on le faisait qu'avec du bio, il faudrait 1,4 milliard de tonnes de bois, c'est-à-dire qu'on rase toutes les forêts de la France, quoi. Donc cette année la France, l'année prochaine l'Allemagne, et en suivant la Suède devait remonter. Donc ça devient débat. Mais bon, il n'y a pas que les bio. La puissance électrique, à l'heure actuelle, 37, alors par tonne, c'est 37 MWh par tonne, et puis en énergie, dans les en 2050, c'est 280 TWh. On produit à l'heure actuelle 300, l'électricité produite, c'est autour de 350 TWh, donc bon, RTE n'a pas l'air inquiet. Il y a une planche dans les annexes pour voir quelle sera l'évolution de la consommation d'électricité, mais on n'a pas le temps d'y aller. La prochaine planche. Alors, est-ce que les CAD, les carburants, décarbonent? Alors, si on prend la réglementation RED, Renewable, excusez mon accent anglais, Energy Directive, la directive sur les énergies renouvelables, Carbone 4, par exemple, pour ECO, a fait un calcul qui montre que, effectivement, ça décarbone. Oui, ça décarbone. Si on regarde la physique ou la chimie des forêts, non, ça ne décarbone pas. Parce que le règlement européen est issu d'un compromis entre les scientifiques et les politiques. Bon, on pourrait y revenir. On commence à analyser le phénomène. Donc, je vous passe la diapo suivante sur le calcul de la décarbonation. Il y a une formule magique là, il manque 7 ou 8 termes derrière, je les ai supprimés. Les émissions des carburants d'aviation durable doivent être inférieures de 70% aux émissions d'un, pardon, CAD, il y a une faute là, d'un carburant fossile. C'est pas un carburant d'aviation durable fossile. Bon, donc il y a l'extraction, on compte l'extraction, la transformation, le transport. Il y a des tableaux, il y a plein de tableaux dans RED qui vous donnent la façon d'estimer ça. Bon, l'usage, c'est comptabilisé à zéro. Parce qu'on considère que le bois a stocké du carbone pendant des années et qu'on le relâche, donc le bilan est nul. Et puis il y a le changement d'affectation des sols. Donc j'ai mis 2 remarques derrière. C'était plutôt Pierre Biscal qui a beaucoup travaillé là-dessus et on est en train on a lancé un travail avec des ingénieurs, élèves ingénieurs de Supaéro pour avoir comment dirais-je, un calcul rigoureux de ces émissions en tenant compte des types de bois en particulier. C'est la planche d'après. Donc, numéro 1, la combustion de biomasse émet du CO2. On ne devrait parler de neutralité carbone que si dans un même temps cette activité générée par nature à l'échelle de l'année, un captage équivalent de CO2. Dans bien des cas, ce n'est pas le cas. Cette hypothèse de neutralité est acceptable pour la biomasse de cycle court. Alors ça marche pour du miscatus, parce que c'est renouvelé à l'année, et dès qu'on commence à couper des chênes ou des hêtres, il faut 80 ans pour constituer le stock de carbone. La combustion émet aussi une partie du carbone contenu dans le sol, parce qu'il y a à peu près 125% du carbone qui est contenu dans le sol, 150 à 150 qui est contenu dans le sol. Dès lors qu'une part significative de l'approvisionnement en bois n'est pas issue de la biomasse à cycle de renouvelable annuel, le taux réel de décarbonation n'atteindra pas la cible de 70%, d'atteindre la cible de 70
qu'au bout de plusieurs décennies. Par exemple, Eco, 87 millions de tonnes, 87 000 tonnes, c'est 1,5%, ça va diminuer, c'est 4 jours de consommation de carburant. Donc on stocke du carbone dans les arbres pendant 80 ans, et en 4 jours, vous regarderez tout le carbone qui a été... Et par exemple, la réglementation D, RED, elle dit, dans votre calcul, la compensation se fera sur 20 ans. Donc ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est un compromis entre des arbres, des végétaux à pousse rapide et des végétaux lents. Et puis, numéro 2, on voit, comme vous l'avez dit précédemment, que le bilan carbone, le stock de carbone de la forêt est en train de diminuer. Maintenant, il vient d'avoir un congrès de l'Agence européenne de l'espace, ici, sur les méthodes par satellite d'estimation ou de mesure du carbone contenu dans la biomasse. Par satellite, il y a toute une série de planches, je vous ai mis les références ici pour y aller, il y a 50 présentations, donc ça en est une. À l'échelle de l'Europe, on voit bien que la courbe rouge ici, comme vous l'avez dit, en 2040 ou en 2050, la forêt ne captera plus de carbone. Dernier point, voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je vais directement à la puissance électrique. Comment juste pour vous dire que puissance électrique de l'électrolyseur de Eco, 480 MW, bon, plus 30 MW d'auxiliaire, puissance électrique de Tartas, 350. Donc ça veut dire qu'il y a un réacteur du Blayais, là, une tranche nucléaire du Blayais, qui servira à alimenter ces 2 trucs. Oui, je reviens juste sur les émissions. On a calculé que les émissions, suivant les calculs du GL des shifters de Pau, donc c'est plus 100 000 tonnes plus 100 000 à 400 000 tonnes de GES par rapport aux 438 tonnes de GES évitées que Eco, que Elys Énergie revendique. Voilà. Et vous avez toutes les références derrière. Merci. Voilà.